Oi, gente, boa noite para todo mundo que está aqui. Quem assiste a gente também online pelo canal da Fefeleste no YouTube. A gente está começando a conferência de encerramento das segundas jornadas Formas Culturais e Sociais Contemporâneas, um evento organizado pelo grupo de pesquisa Formas Culturais e Sociais Contemporâneas. E quem vai dar essa conferência de encerramento é o professor Anselmo Iap, que é professor de Estética na Academia de Belas Artes de Roma. Ele publicou, entre outros livros, As Aventuras da Mercadoria para uma Nova Crítica do Valor e A Sociedade Autofágica, Capitalismo, Desmesura e Autodestruição, que foi um livro bem importante de discussão para nós do grupo de pesquisa. Então, é uma honra imensa tê-lo aqui com a gente, professor. E moi, je vous donne la parole. Donc, professeur, vous pouvez commencer. Oui. Vous voulez que je commence? Oui, on y va. D'accord. Alors, bonsoir. Donc, bonsoir de la France. Ici, il y a déjà 23 heures. Alors, je regrette que je ne suis pas avec vous, mais seulement en ligne. Et en général, je n'aime pas du tout parler effectivement en ligne, mais il est vrai que c'était quand même un peu trop long donc, de se déplacer de traverser l'Atlantique juste pour une conférence. Ele pede desculpas que não pode estar aqui com a gente, não gosta muito de falar online, mas, de todo modo, está aqui e lá onde ele está são 11 horas da noite agora. Alors, donc j'imagine que j'ai été invité ici surtout parce que j'ai contribué à l'élaboration de la critique de la valeur, donc c'est courant qu'on peut dire post-marxiste ou qui tente de reprendre les idées de Marx autour de la valeur et autour du travail abstrait. Et ce courant est bien connu au Brésil grâce surtout à Robert Kurz, qui était souvent au Brésil et qui a longtemps écrit dans la Folha de Sao Paulo. D'ailleurs, j'ai été moi-même avec Robert Kurz, j'ai parlé en 2000 ici à l'USP et je crois même en d'autres occasions. Donc, je reprends donc aussi quelques idées de Robert Kurz en ce que je vais dire ici. Alors, moi, j'ai aussi écrit quelques articles sur l'aspect culturel de la crise du capitalisme. Mais également, donc probablement, vous m'avez aussi invité parce que je me suis occupé des guides de bord et des situationnistes qui sont souvent considérés comme ayant été la dernière avant-garde, on disait, et surtout la dernière avant-garde en même temps artistique et politique. On a dit que les situationnistes ont été la conjonction entre critique artistique et critique sociale, ou comme on peut dire, entre Arthur Rimbaud et Karl Marx. Et il se trouve également, finalement, que j'enseigne l'esthétique à l'Académie des Belles Arts de Rome. Mais malgré tout cela, que dans un langage contemporain, on appellerait des compétences, il me semble très difficile de dire quelque chose du rapport entre les expressions culturelles et les formes de subjectivité contemporaine, comme ce symposium se le propose. Donc ce sujet me semble assez difficile. Et pourtant, pour certains commentateurs, les lignes du front, si on veut les appeler comme ça, semblent effectivement très claires. D'un côté, nous trouvons une culture bourgeoise qui est l'expression de la domination des classes, mais qui est aussi l'expression de la domination occidentale sur le reste du monde, de la domination des hommes sur les femmes, et en général de la domination des élites sur les subalternes. Et donc, c'est-à-dire toujours d'une minorité et de la population sur la majorité. Donc, c'est une vision qu'on trouve aujourd'hui assez souvent, disons, dans la partie gauche de l'opinion publique, qui identifie la culture bourgeoise avec une forme de domination d'une couche de la population sur l'autre.
De l'autre côté, on trouve donc dans ce logos d'interprétation les efforts des subalternes, des dominés, des marginalisés ou même des zones visibilisées, comme on dit aujourd'hui, et des efforts pour développer leur propre culture dans tous les domaines. Et c'est donc quelque chose qui est arrivé hier comme aujourd'hui. Donc, ce sont des efforts donc, qui visent surtout à permettre aux visions du monde des exclus de s'articuler en se libérant de l'identification qu'on leur impose avec les valeurs occidentales, avec ce qu'on appelle le male gaze, avec les formes culturelles élaborées historiquement d'abord par les esclavagistes grecs ou romains de l'Antiquité, ensuite par les aristocraties pendant le Moyen-Âge et les bourgeoisies au XVIIIe ou XIXe siècle. Et ce sont de toute manière des formes, disons souvent, qui remontent à un passé qui n'a presque rien à voir avec notre mode de vie actuel. Autant à cause de la distance temporelle que par la complexité du langage, par exemple la versification dans la poésie, les formes culturelles héritées du passé nécessitent, dit-on, d'une maîtrise de code, d'un décodage qu'il faut apprendre non seulement à l'école, mais aussi à travers une éducation, déjà à partir de la famille, une éducation qui était habituelle chez les classes supérieures, mais qui était absente chez les couches populaires ou subalternes. Donc, la culture qu'on appelle classique, que ce soit la littérature ou dans les arts plastiques ou la musique, a été en plus très largement créée par des hommes au sens de mâle, blancs occidentaux et qui reflétaient le point de vue des classes dominantes. Par exemple, dans ce domaine, le sociologue français Pierre Bourdieu est devenu très connu dans les années surtout 80 et 90 du siècle dernier, et il a des importantes analyses de ce qu'il appelait le capital culturel, qui est basé sur la distinction avec laquelle la bourgeoisie justifie ses privilèges. En vérité, je l'ai dit en passant, cette analyse me semble largement dépassée parce que l'époque où la bourgeoisie encore voulait montrer sa propre culture est complètement passée. Aujourd'hui, en général, les dominants dans le monde, au contraire, sont souvent... Et il montre avec une espèce d'orgueil leur propre manque de culture. Donc les analyses de Bourdieu me semblent effectivement donc valables seulement pour une époque passée. Vous voulez traduire ça Oui, est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît, la formulation? Les analyses de Bourdieu me semblent assez dépassées finalement aujourd'hui parce qu'il n'y a plus une bourgeoisie cultivée ou qui utilise sa culture comme un argument pour dominer les autres. Ele acrescentando, a gente, enfim, ele está lendo esse texto e acrescentando algumas coisas, tá? Então, ele acrescenta essa crítica que ele faz ao Bourdieu como uma análise ultrapassada, porque hoje em dia não existe mais uma burguesia esclarecida que passe adiante a sua cultura. Sim. Donc aujourd'hui, au contraire, par exemple, les dominants dans le monde souvent sont presque orgueilleux de montrer d'être tout aussi vulgaires et incultes que ce qu'une fois on appelait les masses. E, portanto, ao contrário do que ocorria e que era ainda o ponto de vista histórico de que o Bourdieu partia, já não há mais essa burguesia que mobilize, como mobilizava antes a sua cultura para a dominação, mas, pelo contrário, os dominados hoje se mostram tão orgulhosos da sua incultura ou do seu desconhecimento da cultura burguesa que não faz mais sentido falar numa dominação tal como o Bourdieu descrevia. C'est sûr que Trump ou Bolsonaro ne montrent pas une capitale culturelle pratiquement comme décoration de leur pouvoir politique ou économique. Sim, e figuras como Trump e Bolsonaro não demonstram mais um domínio sobre um capital cultural como forma de justificar ou embasar o seu domínio cultural ou político. Alors, je reprends le texte. Actuellement, les forces politiques et sociales qui se définissent comme étant de gauche ou d'opposition, des forces critiques, émancipatrices, etc., se donnent souvent pour tâche de renverser ce rapport entre culture dite haute et culture dite populaire. Je cite un exemple qui me semble significatif. À Lyon, troisième ville de la France,
il y a quelques années, le maire écologiste fraîchement élu a décidé de réduire les subventions politiques qui sont attribuées chaque année par la mairie à l'opéra lyrique pour augmenter en revanche les aides à des festivals de hip-hop qui en tiennent dans la périphérie de la ville et des activités similaires. La logique paraît irrécusable. Au lieu de financer lourdement une forme de culture comme l'opéra lyrique, qui n'est fréquentée que par une infime minorité, tandis qu'aux yeux du reste de la population, elle est décidément surannée, incompréhensible ou ridicule, on aide alors plutôt les cultures émergentes ou des populations oubliées et négligées à s'exprimer finalement. Et pourtant, je vais demander, est-ce que c'est vraiment aussi simple comme maintenant le propose la doxa et donc de la gauche? Alors, une première objection, l'opéra lyrique, que nous prenons ici évidemment comme un symbole de la culture classique ou haute, et non parce que l'opéra revêt une importance particulièrement grande dans le panorama culturel actuel, ce qui évidemment n'est pas le cas. Alors, cet opéra ne pourrait jamais survivre sur le marché, étant donné que ce coût ne peut pas être soutenu par le public plutôt réduit qui fréquente l'opéra. Si l'on veut, à l'intérieur d'une société capitaliste où tout se paye, si on veut qu'il existe de l'opéra, ou des centres d'études des auteurs latins, ou des fouilles archéologiques, ou des festivals de cinéma expérimental, donc toutes ces formes de culture qui n'existent, qui n'attirent qu'une minorité, parfois très petite, alors il faut l'accepter. On doit donc soit reconnaître des mérites à ces formes culturelles minoritaires, indépendamment de la faveur populaire, ou le condamner à mort comme des gaspillages inutiles. En revanche, un festival de rap n'a nullement besoin d'aide publique pour rester sur ce thème de financement public. Le public potentiel de cette musique est si nombreux qu'il va en rapporter à ses organisateurs, même sans aucune subvention. Ce discours vaut également pour les autres formes de musique pop. Une bonne partie du cinéma, la bande dessinée, le jeu vidéo, les séries télévisuelles, etc. Est-ce que leur succès, leur diffusion démontre alors que ce sont des arts vraiment populaires ou démontre-t-il plutôt la force des investissements économiques dans ce secteur? Sont-ce vraiment des choix spontanés du public ou sont-ce des choix hétérodirigés, hétéronomes? Au-delà du cas particulier, toujours possible, de l'artiste, musicien, écrivain, cinéaste, etc., qui s'impose hors de toute campagne publicitaire, en règle générale, le succès correspond à l'investissement, au moins dans un deuxième moment. Donc, en privilégiant la culture qui attire les publics les plus grands, on ne fait pas une œuvre de démocratie, mais on sert les intérêts des acteurs économiques les plus forts. Nous sommes donc face à une industrie. Ici, naturellement, nous devons faire référence à l'industrie culturelle. Comme vous le savez, ce concept a d'abord été énoncé par Theodor Adorno et Max Horkheimer dans leur livre A dialectique do esclarecimento en portugais, publié en 1947, mais écrit quelques années plus tôt, lorsque ces deux philosophes qui provenaient de la bourgeoisie cultivée allemande reflétaient sur leur expérience d'exil aux États-Unis où ils s'étaient réfugiés face au nazisme en Europe. D'ailleurs, Robert Kurz a donné sa dernière conférence au Brésil en 2012, quelques mois avant, en 2011, 2010, donc pas beaucoup de temps avant sa mort, donc au Brésil, justement sur ce concept d'industrie culturelle. Só uma coisinha, então, ele acabou de acrescentar que o Robert Kurz, em 2012, 2011 mais ou menos, pouco antes da morte dele, deu a sua última conferência no Brasil sobre a indústria cultural. Qui a été aussi évidemment publié. Alors, dans le chapitre sur l'industrie culturelle, le fondateur de l'école de Francfort analyse le rôle du cinéma de Hollywood avec ses happy ends inévitables, des comics comme Donald Duck, de la musique jazz, des nouvelles exécutions de la musique classique et de la radio en général, lorsque la télévision n'existait pas encore. Alors, les critiques exprimées dans ce livre ont été très influentes dans les années 60 et 70, et je crois aussi au Brésil.
Et dans un article que j'avais écrit à la fin dans les années 90 et qui a aussi été publié plusieurs fois en portugais, avec le titre latin Sic Transit Gloria Artis, j'avais démontré avec une comparaison entre le concept d'industrie culturelle et le concept de société du spectacle, comme on la trouve chez Guy Debord, que ce contexte, il y a de nombreuses ressemblances malgré le fait que ces théories sont nées à des époques et des contextes très différents et assurément indépendamment l'un de l'autre. Plus tard, les auteurs qui ont dit postmoderne, à partir disons essentiellement des années 90, ont souvent polémiqué contre le concept d'industrie culturelle et ces auteurs, surtout Adorno, en les taxant d'élitisme et de mépris des masses. Il me semble important de clarifier cet équivoque. Et le sous-titre du chapitre est exactement en portugais o esclarecimento como mystificação das massas. Donc ça veut dire, donc Adorno et Horkheimer ne regardent pas les masses et la culture des masses du haut en bas avec arrogance d'un point de vue supérieur élitiste, comme le font effectivement souvent les défenseurs de la grande culture prétendue, qui détestent tout ce qui vient des masses en les considérant comme peu sérieux, comme du simple amusement. Mais Adorno, qui est l'auteur principal de ce chapitre, qui est revenu souvent sur ce thème dans ses écrits successifs, n'identifie pas l'industrie culturelle avec une culture produite par les masses, mais produite pour les masses, pour mieux les tromper, les manipuler, les dominer. Donc c'est tout le contraire de ce qu'on appelait traditionnellement culture de masse. D'ailleurs, quelque part, Adorno écrit même qu'effectivement, Louis Horkheimer, au début, il utilisait le terme culture de masse, mais qu'après, évidemment, à réflexion faite, il avait décidé d'éviter ce terme équivoque et de le remplacer par indústria culturelle. Sim, o professor acrescentou também que o Adorno, em algum escrito, se referiu ao fato de que, no início dessa discussão dele do Horkheimer, eles empregavam a expressão cultura de massas, mas decidiram, justamente por isso que ele está apontando aqui, abrir mão dessa expressão potencialmente equívoca. Donc, on peut donc dire que c'est une culture qui est contre les masses, une culture produite afin que les masses restent des masses, au pire sens du terme. Ils n'accèdent pas à une prise de conscience critique sur la société dans laquelle elles vivent. L'industrie culturelle sert les intérêts du capitalisme et cela donne au moins deux sens. D'un côté, elle enlève tout potentiel critique et subversif aux expressions culturelles, en les mettant au service de la création de consensus, d'acceptation de l'existence, de la résignation. Donc après, il y a une phrase que j'ai mis directement en portugais, donc sur Donald Duck. Je peux lire la phrase en portugais, oui? Oui, como se voulez. Assim como o Pato Donald nos cartoons, assim também os desgraçados na vida real recebem a sua sova para que os espectadores possam se acostumar com a que eles próprios recebem. Et ce n'est pas seulement une question de contenu, mais on retrouve donc cette soumission sociale, même dans le rythme de la musique. O simples facto de continuar a existir e continuar a operar converte-se em justificação da permanência cega do sistema e até mesmo de sua imutabilidade. O que é salutar e o que se repete como os processos cíclicos da natureza da indústria. Eternamente sorriam os mesmos bebês nas revistas, eternamente ecoa o estrondo da máquina de jazz. Selon Adorno, la répétition des mêmes rythmes dans le jazz reproduit la monotonie de la machine et la rend naturelle. Mais on sait qu'Adorno n'aimait pas le jazz, il l'avait fortement critiqué et presque personne n'a accepté cette critique. Adorno fait du jazz, mais ici je ne vais pas me prononcer sur ça ici. Ele lembra que o Adorno é muito lembrado por não gostar de jazz, as pessoas criticam muito, mas ele não vai se pronunciar a respeito. Alors, ces formes culturelles, bien qu'elles soient très répandues, donc très populaires dans un certain sens, très accessibles, ont donc une fonction anti-émancipatrice.
L'industrie culturelle opère à deux niveaux. D'un côté, elle crée de nouvelles formes d'expression qui n'existaient pas avant, comme le comics ou le musical, ou ce qu'on peut dire en allemand Schlager, donc les chansons de variété, donc les chansons bêtes, faciles à consommer, qui remplacent chez de larges couches de la population les formes consommées précédemment, qui étaient souvent plus complexes. En même temps, l'industrie culturelle se empare des formes déjà consacrées, comme la musique classique ou le roman, pour en donner de nouvelles versions plus commerciales. D'autre côté, l'industrie culturelle est la transformation des formes culturelles en marchandises qu'on met sur le marché dans le but d'en obtenir le plus d'argent possible. Ce fait exister à un certain degré déjà au XIXe siècle, mais quand Adorno et Horkheimer sont arrivés aux États-Unis en 1938, ce processus y était beaucoup plus avancé qu'en Europe à la même époque. Ils furent donc frappés de ce que représentait pour eux une nouveauté. Alors Adorno, dans un petit texte sur ce qu'on appelle les expériences scientifiques aux États-Unis, il raconte son premier travail à New York comme consultant dans une grande radio. O primeiro trabalho que o Adorno escreve quando ele está em Nova York é sobre isso, né? Impressionado que eles ficaram com esse fenômeno. Et donc la chose qu'il ne comprenait pas du tout dans cette radio, donc on parlait donc de like and dislike studies. Donc c'est-à-dire la radio voulait savoir qu'est-ce que le public aime ou n'aime pas de la musique que la radio transmettait. Hein. Sim, ele fala sobre esse texto do Adorno e acho que também do Horkheimer, em que eles comentam esses estudos que haviam no interior das rádios, nessa época nos Estados Unidos, já no final dos anos 30, começo dos anos 40, e que eles classificam de like e dislike studies, né? Estudos sobre a recepção pública da rádio, pensando na audiência, etc. Aussi, aujourd'hui, pour nous, ça semblait normal, mais Adorno était plutôt scandalisé. Il pensait que la radio doit élever le goût du public et non simplement transmettre exactement ce que le public veut entendre. Então, evidentemente, o Adorno ficou escandalizado diante desses estudos que hoje para nós são coisa corrente e dada, porque na concepção dele a rádio deveria atuar para elevar o patamar de gosto do público e não simplesmente fazer pesquisa para tentar identificar aquilo que ele gostaria ou não de ouvir. Et donc Adorno et Horkheimer purent encore s'étonner d'une évolution qui ensuite a rapidement conquis le monde entier et donc personne aujourd'hui ne s'étonne plus vraiment. En effet, il faut rappeler que le terme même d'industrie culturelle était conçu comme un paradoxe, comme une contradiction in adjecto. Ou quelque chose c'est de la culture, ou c'est de l'industrie pour eux. Les deux choses ne peuvent pas coexister. Ce serait comme un cercle carré. Ou industrie ou culture. L'industrie, avec sa production de marchandises en série qui doivent plaire à un public déterminé pour être vendues et qui doivent donc caresser le public dans le sens du poil, constitue le contraire de la vraie culture qui, au plus tard, depuis l'émancipation de la bourgeoisie au XVIIIe siècle et la sortie de l'univers religieux, pousse le public, au moins implicitement, à assumer une distance critique envers le monde, en soulignant tout ce qui ne va pas dans le monde. L'autonomie de l'art, qui faisait son authenticité au XIXe siècle, au début du XXe, constitue effectivement une forme de résistance à la conquête totale du monde par l'économie. Parce qu'on a insisté dans cette culture sur la supériorité des valeurs culturelles sur les intérêts par rapport aux intérêts matériels vulgaires. Mais presque toujours, il faut le dire, c'est sur fond d'une acceptation de la dictature de l'économie en tous les autres domaines de la vie. L'économie capitaliste où tout se vend et tout s'achète était seulement priée par la culture bourgeoise de ne pas envahir le petit jardin protégé de la culture, mais en général n'était pas mise en discussion en tant que telle. Et donc, comme le savait aussi bien Adorno et Horkheimer, donc l'autonomie de l'art avait donc aussi une certaine arrière-fond mensonger déjà.
L'art de cette époque exprimait aussi, surtout dans la musique, l'espoir d'une réconciliation finale. Donc, où l'homme et la société, l'homme et la nature vont se réconcilier. C'est le potentiel utopique de l'art qui s'est exprimé au maximum dans certaines formes de l'art d'avant-garde dans les premières 3 décennies du XXe siècle. Un tel art n'a donc pas peur de heurter son public, de vouloir le mettre en crise. Cet art ne jouait plus le rôle traditionnel de l'art, c'est-à-dire celui de transmettre une vision du monde essentiellement conforme à celle des classes dominantes. À partir, grosso modo, de Jean-Jacques Rousseau, et donc de la deuxième moitié du XVIIIe siècle, et surtout de romantique, les artistes dans tous les domaines ont rompu le contrat que les liés aux commanditaires, qui étaient religieux, étatiques, aristocratiques, bourgeois, selon l'époque. Au lieu de représenter le monde aussi beau et parfait qu'il était selon les dominants, ces artistes ont commencé à représenter le monde aussi laid et douloureux qu'il les sentait. Et donc le romantisme, donc d'un côté, le réalisme de l'autre, en littérature et comme dans les arts plastiques, au milieu du XIXe siècle, ont constitué une espèce de déclaration d'indépendance de la culture. Les artistes n'écrivaient plus pour avoir une pension royale ou être admis dans une académie pour pouvoir décorer une église, mais pour dire ce qu'ils avaient à dire. Des nouvelles formes de communication avec le public les aidaient, comme par exemple les romans à très grand tirage, par exemple chez des auteurs comme Alexandre Dumas ou Victor Hugo en France, ou les salons de peinture qui étaient indépendants des académies et ensuite les galeries privées. Donc là, les artistes se sont émancipés par rapport aux commanditaires. Ce n'étaient pas tous les artistes d'ailleurs qui pouvaient en profiter. Beaucoup payaient leur fidélité à leur mission, leur refus de se plier au monde comme il va, avec le manque de reconnaissance pendant leur vie, la marginalisation, la pauvreté, la maladie, parfois la mort précoce. Et aussi est née la figure de l'artiste maudit, avec des figures comme Charles Baudelaire, Vincent van Gogh, Amadeo Modigliani ou le bluesman Robert Johnson. Je vais donner un autre exemple. Cette conception de l'artiste... professor, ele fez alguns acréscimos, mas que tinham a ver justamente com reforçar essa independência que alguns artistas conquistaram no período. Alors, cette conception de l'artiste comme étant nécessairement en opposition à la société et au monde plus en général, souvent martyr et maudit, a profondément marqué les esprits jusqu'aujourd'hui. Il nous semble souvent que c'est l'essence même de l'artiste. Cependant, il s'agit d'une figure historique. Elle n'existait pas jusqu'à la deuxième moitié du XVIIIe siècle, lorsque les artistes, écrivains et musiciens étaient les employés des pouvoirs en place et dont transmettaient, avec de rares exceptions, les valeurs. C'est avec le romantisme qu'une profonde fracture entre la culture et la société s'est ouverte. Et encore, elle ne concernait qu'une partie, voire une petite partie des artistes. C'est quand même la majorité d'eux continuaient à faire l'art que le commanditaire ou le grand public attendaient. Mais justement, ces artistes, disons, plus conformistes, sont en général oubliés aujourd'hui parce que nous retenons des arts du 19e et 20e siècle, essentiellement les auteurs d'opposition, les nouveauteurs et même les maudits. Toutefois, et c'est l'aspect auquel je voulais arriver, le caractère oppositionnel ou critique, émancipateur, révolutionnaire, etc. des arts ne fait pas partie de son essence atemporelle. Pendant presque toute l'histoire, les arts étaient surtout le miroir de la société et ne pouvaient qu'occasionnellement, entre les lignes, s'en détacher. Et rien ne garantit que l'art maintienne toujours un rôle d'opposition. Jusqu'aujourd'hui, les arts plastiques vivent largement de ce passé glorieux, de cette réputation qui est encore renforcée par la aversion que le nazisme et le stalinisme ont montrée envers l'art moderne. Raison pour laquelle souvent, pratiquement, cet art était considéré comme nécessairement démocratique.
Depuis la Deuxième Guerre mondiale, l'art moderne, disons, tout l'art, disons, non réaliste qui est né avec l'impressionnisme, non seulement a été accepté sans réserve au monde en Occident par le public et par les institutions aussi, mais il a réussi à se installer comme le seul art acceptable en marginalisant toute peinture figurative, par exemple, mais aussi la narration dans la littérature ou l'harmonie en musique classique. L'art moderne et ensuite, à partir des années 60, ce qu'on appelle l'art contemporain, était par définition progressiste, même lorsqu'il était complètement abstrait ou conceptuel, ou lorsque la littérature était purement expérimentale et tournée vers la seule recherche linguistique. Longtemps, l'art moderne s'est imposé à travers une véritable tir de barrage idéologique contre tout adversaire, immanquablement classé de réactionnaires, fascistes ou stalinistes. Cependant, depuis au moins 2 décennies, une bonne partie de l'art contemporain est retournée à être un art de cours au service des nouveaux maîtres du monde. Et c'est-à-dire les grands groupes économiques, surtout dans le domaine de la mode et du luxe et de l'amusement. Andy Warhol a ouvert la voie, ensuite les différents Jeff Koons, Damien Hirst, Yayoi Kusama et beaucoup d'autres s'y sont enfoncés, donc au service de Vuitton, de Armani, de Disney, et aussi au service des collectionneurs. On sait que l'art contemporain n'est qu'une big business. L'art la plus visible n'est plus aussi une marchandise, il est seulement une marchandise. Quelques artistes sont devenus des superstars au service de nouveaux riches qui achètent de l'art seulement pour le glamour. Cet art est un investissement, une valeur sûre, lorsqu'il s'agit d'artistes déjà fameux, est un objet de spéculation risquée pour l'art récent, les artistes encore pas trop connus. Souvent, cet art veut impressionner le public, surtout avec des dimensions gigantesques, des matériaux très chers, des effets spectaculaires. C'est un art des vainqueurs pour le vainqueur, comme le dit le critique d'art allemand Wolfgang Ulrich. C'est un art pour les riches et un pur produit de luxe. On pourrait dire que l'art est retourné chez le patron et retourné dans l'étable après une escapade partielle de 2 siècles. Je dirais que les musées de Inyotim que j'ai visités il y a 12 ans rentrent parfaitement en cette catégorie. Il est même injuste d'appeler élitiste cet art world contemporain, parce qu'elle est élitiste seulement dans le sens qu'elle coûte très cher, non certes dans le sens qu'elle peut être comprise seulement par des personnes éduquées dans les meilleures universités ou qui ont commencé à étudier le latin à 5 ans, comme on le faisait dans une certaine bourgeoisie européenne autour de 1900. Tout au contraire, le monde de référence de ces artistes, citons encore une fois comme exemple Andy Warhol et Jeff Koons, est exactement le monde anti-élitiste de l'industrie culturelle avec ses figures de bande dessinée, des stars de la musique pop, ses chaussures basket, des athlètes, etc. Pourtant, c'est la différence remarquable avec l'art de cours d'antan que l'art contemporain n'arrête pas de parler en même temps de transgression, de rupture, de violation des tabous, de provocation, et prétend presque toujours d'être au service de quelques nobles causes, quelques minorités maltraitées, et de promouvoir le respect de l'altérité, la tolérance, l'écologie, etc. Combinant aussi l'aura toujours et encore progressiste avec l'argent des super riches et pouvant toujours taxer de réactionnaires ceux qui se demandent à quoi tout cela sert. Aussi, malgré ces airs très élitistes et l'incompréhension du public, nous sommes en pleine dans l'industrie culturelle. La société capitaliste, après avoir subi le premier assaut porté par les avant-gardes au début du XXe siècle, a intégré ces innovations en les réduisant à leur seul aspect formel. Le dadaïsme a été le cas le plus éclatant. D'un art authentiquement subversif, il est devenu la principale source d'inspiration de l'art contemporain et commercial après 1960. Il faut dire que la plupart des artistes ne se sont pas fait prier trop pour entrer dans le jeu.
De l'autre côté, l'internationaliste a été, sans doute, dans les années 50 et 60, la tentative la plus cohérente de défendre l'héritage authentique des avant-gardes contre ces récupérations, en prenant le dépassement de l'art dans une activité révolutionnaire. Donc, l'industrie culturelle a pris une extension beaucoup plus large de ce qu'Adorno pouvait prévoir en 1944. Elle a démontré une capacité incroyable d'absorber presque toute forme de culture contestatrice. Le mot lui-même a complètement changé de sens et c'est très significatif. Tandis que pour ses créateurs, comme je viens de le dire, il avait un sens nettement péjoratif et constituait un terme de combat en indiquant une absurdité aujourd'hui et déjà depuis quelque temps. On peut trouver dans les universités même des masters en industrie culturelle. Le terme indique alors l'organisation d'événements et le management des institutions culturelles, et il est fort à parier que ceux qui créent ces cours, et a fortiori ceux qui les suivent, ne connaissent même pas l'origine du terme. En même temps que l'industrie culturelle a réussi à se donner de lettres de noblesse en faisant oublier ses origines méprisables, elle a pu capter une très grande partie du champ culturel au sens le plus large. Comme nous venons de le dire, l'héritage des avant-gardes de l'art expérimental est devenu une nouvelle art officielle au service des classes dominantes, des nouvelles aristocraties et prêtres, mais avec la différence que ces nouvelles classes dominantes sont infiniment plus ignorantes et vulgaires que les anciennes. Les collectionneurs d'aujourd'hui achètent simplement ce qui est cher et sans suivre aucun goût personnel. Si donc la marchandisation de l'art, qui dans le passé semblait le contraire du monde marchand où tout se vend et tout s'achète, si elle a fini par englober l'art haut, mais elle a aussi, tout aussi bien dévoré tout art qui prétend venir du bas ou être d'opposition au subversif. Le rock et le punk, le hip-hop et le rap, la street art et les graffitis, des artistes comme Keith Haring ou Basquiat, et la littérature cyberpunk, etc., tout a été rapidement intégré dans la grande machine du divertissement au-delà des intentions de ses créateurs. Quelle que soit la cause promue, antiracisme, émancipation des subalternes, haine de la police et éloge du gangster comme dans certaines formes de rap, féminisme et défense des minorités sexuelles, mais aussi justice sociale, engagement humanitaire, préoccupation pour l'environnement, tout finit par se ressembler quand il passe sur les écrans. McLuhan et Andy Warhol, mais aussi Guy Debord, l'avaient bien compris, chacun à sa manière. Souvent, ces formes de culture alternative, de underground, de subculture, des cultures des jeunes, expriment un désaccord radical avec le monde comme il va et se présentent comme la voix de tous ceux qui n'ont pas de place dans le monde capitaliste. Ce serait très beau, mais on aime aussi souligner que d'ailleurs que de nombreux auteurs des formes d'expression comme le rap ou la street art appartiennent à des catégories de personnes auxquelles on a toujours nié l'accès à la culture et que leurs produits ne doivent donc pas être critiqués, surtout de la part de personnes qui n'appartiennent pas à la même catégorie, mais à celle des privilégiés. Cette forme de censure me paraît très discutable, mais ce n'est pas le point ici. Ce qu'on note est que ces formes culturelles sont presque toujours liées à un capitalisme hypermoderne, fait de technologie et d'informatique, de vitesse et de communication à outrance, de culte des marques et des vêtements et de l'outfit en général. C'est essentiellement une révolte déjà domestiquée, une récupération du subversif pour produire des marchandises toujours plus excitantes et qui atteignent des couches toujours nouvelles de la population. Ce sont des formes de révolte qui s'expriment surtout à travers le choix des marchandises consommées. En général, ces révoltes ne sont pas dirigées contre la société capitaliste en tant que telle, mais expriment plutôt le désir d'y entrer et la rage de se retrouver exclu. Le design est devenu l'art qui englobe tous les autres arts, qui met à son service les mots, les images, les formes, le son. Contribuer à rendre désirables les marchandises qui ne se distinguent pas par leur qualité entre elles est maintenant le destin de presque toute la culture.
Le sociologue français Gilles Lipovetsky a décrit assez bien ces situations. D'ailleurs, je crois, c'est un auteur assez bien connu au Brésil, je crois. Après l'époque de la rébellion. Ele só acrescentou que o Gilles Lipovetsky é bastante conhecido, tem a sua obra bastante conhecida no Brasil. Si, d'ailleurs, c'est un auteur curieux parce qu'en vérité, il s'efforce de donner une idée positive de ce qu'il décrit, donc de la culture contemporaine, mais involontairement, il en dit très souvent donc la vérité négative. É um autor que ele diz que é curioso porque ele se aplica frequentemente a dar uma acepção positiva para aquilo que ele descreve na cultura contemporânea, mas involuntariamente acaba demonstrando aquilo que ela tem de negativo. Et donc, il a décrit assez bien la situation où les arts, après l'époque de la rébellion, appelée ainsi de l'art autonome, sont au service des multinationales du design, de la mode, de la publicité et de l'amusement, qui comptent elles-mêmes parmi les plus grandes entreprises du monde, parce que Disney, Nike, Dior ou Armani ont des tailles comparables aux sociétés pétrolières ou industries automobilistes. Et même les produits, entre guillemets, sérieux, matériels, comme les voitures, se vendent aujourd'hui essentiellement en fonction de leur design. Parce que de toute manière, toutes les voitures se cassent après quelques années, donc il ne peut pas y avoir une question de qualité, mais seulement d'aspect extérieur. Ele salienta que justamente por essa questão do design, aquilo em que os carros hoje em dia se distinguem é muito mais pelo seu design do que por aquilo em que eles têm a oferecer de diferença enquanto carros. Sim. Dans sa fonction. Donc ce constat semble assez désolant. Qu'est-ce qui reste alors comme pratique culturelle non intégrée au capitalisme contemporain? Je veux suggérer à ces propos deux pistes, mais qui ne sont rien que des pistes. D'un côté, il existe une foule de pratiques culturelles hors de lumière du spectacle. Des gens qui composent des chansons pour les amis ou qui tiennent des rencontres de poésie improvisée ou qui travaillent la xylographie ou d'autres formes de graphisme artisanal. Et tous les artistes, professionnels ou pas, qui désirent surtout dire quelque chose et qui ne considèrent pas la question du contenu comme secondaire ou essentiel. D'autre côté, face à ceux qui possèdent tous les traits d'une crise généralisée de la sphère culturelle en tant que partie de la crise générale du capitalisme, nous avons toujours la possibilité de nous confronter individuellement ou collectivement à l'immense héritage culturel que nous avons reçu. Ce qui compte vraiment, c'est de recevoir un choc existentiel en regardant, en lisant, en écoutant une œuvre. Ces moments peuvent parfois être décisifs pour une vie, surtout dans l'adolescence. Et n'importe quelle œuvre de n'importe quelle époque, n'importe quel pays ou culture, n'importe quel auteur peut jouer ce rôle. Le choix est pratiquement infini, à une condition naturellement, de se rendre compte de la nature universelle de la culture authentique. Il n'est pas du tout nécessaire, à mon avis, qu'une œuvre ait été créée à notre époque pour pouvoir l'apprécier, ni que son auteur soit de la même classe sociale, ni du même gender, ni de la même race que nous. Le mérite d'une véritable création culturelle est justement de nous arracher à notre condition particulière et limitée et nous connecter à la totalité de l'existence humaine. Pouvoir lier notre vie personnelle à celle d'un Chinois du XVIIIe siècle, comme le grand roman chinois, nous retrouver dans les vicissitudes d'une Grecque comme Ulysse il y a 2000 ou 2800 ans, nous émouvoir avec la musique d'un Allemand du XVIIIe siècle, comme Bach, être touché par un portrait de la Renaissance, nous reconnaître dans une sculpture maya ou africaine, signifie élargir notre horizon, relativiser notre expérience, comprendre en quoi elle fait ou non partie d'un bagage humain commun. Bien sûr, cela n'est pas le cas de toute la culture du passé, beaucoup sont faux, il y a aussi beaucoup de choses ont été créées qui ne valent pas grand-chose. Mais face au présentisme qui caractérise le mode de vie capitaliste contemporain, où l'on considère notre monde comme le seul monde possible, il est très salutaire de nous confronter avec toute la richesse de l'expérience humaine. S'enthousiasmer pour les pirates quand on est enfant, pour les poètes maudits dans l'adolescence, pour les révolutionnaires au début de l'âge adulte, fait grandir l'imagination et permet de se bâtir son monde personnel. Ce qui est tout le contraire d'un monde d'images livrées sur les écrans.
produite industriellement avec le profit comme but et pour plaire au plus grand nombre. Nous assistons de manière toujours croissante à une standardisation et colonisation des imaginaires, à la perte de tout imaginaire individuel ou ancré dans les circonstances particulières. Le poids excessif des images y joue son rôle, les images permettant beaucoup moins que les paroles de se forger une vision personnelle du monde. Je veux donc terminer avec le mot d'une grande écrivaine française, héritière du surrealisme, Annie Lebrun, qui malheureusement est morte il y a 2 mois. Então, professor, eu gostaria de terminar com as palavras de um escritor francês surrealista morto há 2 meses, cujo nome eu não compreendi. Você compreendeu, Carol? Annie Lebrun, Émile Lebrun. qui disait que la déforestation de l'Amazonie est tout aussi préoccupante que la destruction de nos forêts intérieures d'imagination. Que dizia justamente que a deflorestação, o desmatamento da Amazônia é igualmente preocupante, tão preocupante quanto o desmatamento da nossa imaginação interior. Alors, je vous remercie. Ele agradece. Alors, j'espère que c'était bien compréhensible. E espero que tenha sido compreensível. Acho que foi. Bom, a gente abre agora a sessão para perguntas do público. Então, quem tiver alguma pergunta, a gente só pede, por favor, que venha aqui até a frente e fale aqui no microfone. A gente está gravando aqui, está tendo transmissão ao vivo. Perguntas, então? Ok. En général, au Brésil, les gens ne sont pas trop timides pour faire des questions. Ele está estranhando que geralmente no Brasil a galera não é tão assim tímida para fazer questões, gente. Parfois, on m'a tenu pendant 2 heures, mais tenez compte qu'ici, il est déjà minuit. Hein. Sim, ele aproveita para acrescentar que se alguém quiser fazer perguntas, já é 12:00 na França, então, por favor, Calem agora ou apresentem-se. calem-se para sempre. A gente encerra, então? C'est vendredi soir, tout le monde veut prendre une bière. Les gens sont assez fatigués. É isso, gente. Donc, professeur, on vous remercie beaucoup pour être ici avec nous. Et, je sais pas. C'était un plaisir et donc nous remercions beaucoup votre présence. Et alors, c'est fini, non? Ouais. Merci bien à vous. Alors, oui. Alors, je pense qu'on va publier les textes et après on aura peut-être l'occasion, encore quelqu'un va s'exprimer par écrit. Pode ser. Ele diz que vai publicar o texto e quem sabe por escrito as pessoas reajam a ele. Ok. Il y a une professeure ici, Viviana Bose, elle veut te poser une question. Mas eu vou fazer em português. Fala devagarzinho, acho que ele entende. Bom, claro, acho que todos nós partilhamos, todos nós partilhamos das suas mesmas preocupações. Eu só penso, não sei o que dizer sobre isso, qual a sua opinião, mas quando há aquele encontro fecundo entre a cultura erudita e a cultura popular, como a gente vê, por exemplo, nas canções do Chico Buarque,
do Chico Buarque, que são sambas, mas musicados por um músico erudito, como Tom Jobim, ou quando a gente vê esses encontros tão fecundos, que você poderá dizer, bem, eles estão dentro também da indústria cultural, sabemos que sim, mas que despertam a nossa sensibilidade de uma maneira especial, eu sempre sinto alguma esperança nesse sentido, né? Então, eu penso que esse reservatório da cultura popular, quando há esses encontros, não é, tão fecundos com a cultura erudita, dita erudita, não sei, eu penso que costumam criar enfim, produtos maravilhosos, né? Então, Guimarães Rosa, não é, por exemplo, ou a Clarice Lispector falando de uma nordestina como Macabeia, essas conversas me parecem um dos pontos positivos, digamos, que a gente ainda pode esperar da arte contemporânea. Não sei qual é a sua opinião sobre isso. C'est bon, professeur. Vous avez compris? Donc, si j'ai bien compris, parce que le son est assez mauvais, et donc elle a demandé qu'est-ce que je pense quand même du rôle d'une certaine littérature de qualité au Brésil qui en même temps pas eu un véritable succès populaire, c'est ça, hein? Oui, oui, oui. Oui, oui, la professeure a rappelé des rencontres fécondes entre certains qu'on peut rencontrer, par exemple, elle a mentionné un compositeur brésilien qui s'appelle Chico Buarque, mais aussi, évidemment, comme un compositeur d'une espèce de chanson populaire commerciale, il se trouve au-dedans de l'industrie culturelle, mais on peut penser aussi à des auteurs comme Guimarães Rosa qui font qui produisent une espèce de rencontre féconde entre une culture d'origine populaire et une culture d'origine, disons, érudite, une autre culture. Oui. Et oui, sans doute. Si on peut penser des synthèses, que ces synthèses parfois échappent aux questions que vous avez proposées pendant la conférence. Oui, c'est vrai, mais c'est aussi lié, dirigé aux conditions spécifiques du Brésil. Donc, justement, cette espèce de position qu'on appelle semi-périphérique a aussi fait que heureusement, que certaines formes culturelles, comme le grand roman, ont vécu un peu plus longtemps qu'en Europe même, où ils étaient morts déjà avant, donc entre les deux guerres peut-être. Je ne sais pas si c'est clair. Ele menciona que a possibilidade dessas sínteses fecundas entre a cultura popular e a cultura erudita tem uma espécie de chão de possibilidade especial numa sociedade como a sociedade brasileira, uma sociedade periférica, na qual algumas formas que já estavam mortas na Europa antes da Segunda Guerra Mundial, como, por exemplo, o romance, a partir desses encontros e dessas sínteses ligadas a essas condições sociais especiais, puderam acontecer nesse contexto específico. Mas ele salienta que isso está ligado a esse contexto específico do Brasil. Parce qu'en Europe, ce qu'on peut appeler une véritable culture populaire est morte au plus tard avec la deuxième guerre, à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, évidemment, disons que l'autodestruction du capitalisme, évidemment, a commencé en Europe et aux États-Unis, et donc aussi l'autodestruction des formes culturelles. Porque na Europa, a destruição dessas formas da cultura popular, ela se dá no final da Segunda Guerra, né? E no Brasil ela é mais tardia. Então, eu esqueci o pedacinho do final. Sim, e que também, antes, enfim, pensando nos autores mencionados, Guimarães, Chico Buarque, etc., já no pós-guerra, já antes da Segunda Guerra, a autodestruição da sociedade capitalista havia levado também à autodestruição das formas da cultura burguesa. Il y a une autre question ici. Donc, je pense aussi, par exemple, au Brésil, de la deuxième moitié du XXe siècle, il y avait aussi une espèce d'enthousiasme de nouvelles couches de la population qui pouvaient arriver donc, à une consommation culturelle. E também, no contexto brasileiro do pós-Segunda Guerra, havia também um certo entusiasmo com a possibilidade nova de ascensão de camadas populares
ao circuito da cultura de uma forma que não, da alta cultura também, da educação, de uma forma que não havia ocorrido antes no Brasil. Vous voulez ajouter quelque chose de plus? Il y a une autre question ici. Pode falar? Não, então, só para puxar o assunto, de repente animar outras questões. Primeiro, Iap, obrigado pela conferência. Na exposição que você faz sobre o esgotamento histórico da relação de oposição entre arte e mundo, né, tem um fio narrativo que você puxa e às vezes você explicita mais diretamente, que é uma visão crítica sobre as tendências particularizantes da cultura atual, né, ligados a questões identitárias, questões territoriais, ecológicas, que, se eu compreendo bem a sua exposição, você entende ser mais um sintoma do presentismo do que essas tendências mostram uma capacidade de revelar as novas subjetividades que interessa para você investigar, né? É mais um sintoma histórico do que uma capacidade de revelação, de reflexão e menos ainda de oposição. Queria saber se é mais ou menos isso e para você desenvolver um pouco mais a sua leitura sobre essas tendências particularizantes da cultura atual. E obrigado por ter topado o nosso convite. Professeur, vous avez bien compris? Oui, le son est assez, il faut dire, le son est assez difficile à comprendre pour moi. Il y a comme une espèce d'effet d'écho. Donc, il m'a demandé sur le rôle du présentisme dans la culture contemporaine. Oui, il a indiqué que dans votre travail, vous avez indiqué plusieurs fois, qu'il y a quelques tendances de particularisation dans la culture actuelle, par exemple dans les questions de l'antiracisme, les questions que vous avez indiquées au long de la conférence. Oui, disons, au Brésil, on utilise beaucoup, je crois qu'en français c'est un peu différent, mais on utilise beaucoup pour indiquer ces questions liées aux minorités culturelles, aux minorités sociales ou sexuelles. On parle des tendances identitaires, je crois que c'est un peu différent en français. Oui, c'est une des cibles polémiques de ma conférence, c'est cette tendance de ne voir dans les expressions culturelles, de voir exclusivement les liens avec un groupe particulier de personnes caractérisées par leur couleur de leur peau, par leur sexe, par leur classe sociale, etc. De nier pratiquement qu'on peut aussi apprendre quelque chose de plus universellement humain à travers la culture. Donc là, c'est une opinião aujourd'hui très répandue, mas que moi je récuse. Ele fala, então, ele caracteriza melhor essas tendências particularizantes da cultura, como o Maurício indicou, como tendências a ligar necessariamente todo o produto cultural a um determinado grupo, seja ele de gênero, seja ele social, seja ele racial, e a negar toda a possibilidade da cultura de apreender algo de universal sobre a experiência humana. São tendências particularizantes às quais ele se contrapõe. Mais en tout cas, juste pour finir la question de Maurice, indiquait d'autres choses, parce que il vous demandait aussi si ces tendances de particularisation si pour vous ces tendances sont seulement des symptômes historiques d'une espèce de présentisme, ou si ces tendances ont aussi une capacité de révélation de quelque chose sur notre société et sur notre moment historique actuel. Mais de toute manière, je pense qu'actuellement, on exagère beaucoup donc le possible rôle positif de cette affirmation des identités particulières, parce que cela veut aussi dire que on ne voit que dans la société un ensemble de différents groupes complètement irréductibles l'une à l'autre, et que c'est ce qui fait aussi finalement le jeu de la domination. Donc, parce que ça veut dire qu'il n'y a pas une espèce d'expérience universelle humaine qui, par exemple, qui se oppose au capitalisme ou à la marchandise. O que ele se preocupa é que tem um exagero da dimensão positiva desse tipo de representação particularista, que se foca em grupos irredutíveis que são passíveis de uma apropriação e não se colocam numa perspectiva
universal, humana, antissistêmica, nesse sentido. Et aussi parce que donc très souvent les groupes qui se sont exclus, que ce soit les femmes ou que ce soit les noirs, etc., aspirent souvent essentiellement à mieux se intégrer dans cette société qui les opprime, donc plutôt que de mettre en question tout l'ensemble de la société. E que o que se exprime, né, na reivindicação desses grupos, seja as mulheres, seja a questão racial, é uma perspectiva de integração à sociedade como um grupo excluído, né? Par exemple, la musique rap, par exemple, se base beaucoup, même par exemple sur une exaltation, par exemple, souvent de certains types de vêtements, mais aussi de certains types de voitures, donc de bijoux, donc de horloges de luxe, etc. Et semble donc exprimer surtout donc une espèce de frustration de la part, par exemple, des jeunes issus de l'immigration, comme on dit en France, par rapport à leur consommation de marchandises est très amoindrie par rapport aux Blancs. Ele indica, por exemplo, que no rap, na França, no caso francês, se verifica muitas vezes uma exaltação de roupas, de carros, de joias, de objetos de luxo, e que essa exaltação desses objetos da sociedade de consumo teria a ver com uma frustração por parte de muitos grupos que estão excluídos desse padrão de consumo. Évidemment, je ne veux pas dire que toutes ces formes de culture sont complètement à jeter, mais je me refuserai à faire une espèce de jeu où tout ce qui a été produit il y a dans le passé est à jeter ou à considérer bourgeois ou élitiste, etc., à la seule faveur d'une culture très, très contemporaine. Mais justement, c'est là le présentisme, de ne connaître que le présent et d'avoir même des difficultés, par exemple, de se mettre dans la tête d'une personne vécue dans des conditions très différentes. Ele entende que haja algo, que possa haver algo de revelação ou de interessante nessas manifestações culturais atuais, mas ele não julga que seja o caso de simplesmente rejeitá-las inteiramente, mas muito menos ele aceitaria rejeitar toda a cultura do passado por ser simplesmente elitista, burguesa, e que o presentismo se revelaria justamente nessa rejeição da cultura do passado em nome da cultura de hoje, nesses termos de um anti-elitismo e etc. E que é uma recusa de se colocar no lugar de outra pessoa, né? Então ele retoma essa questão do universalismo que ele já tinha dito hoje, antes. Il y a une autre question ici? Oui? Boa noite, professor. Eu gostaria que, se for possível, o senhor fizesse uma reflexão sobre a indústria cultural já assentada nesse mundo de hoje e a ascensão mundial das extremas direitas. Particularmente aqui a gente vê a extrema direita brasileira utilizando ataques a artistas que fazem parte da indústria cultural, né? Como uma bandeira, porque logicamente está aliado à questão principalmente de costumes e tal. Então, se for possível e se houver alguma relação, algum rapport entre a ascensão da extrema-direita e a indústria cultural, na forma que está. Oui, c'est sûr que l'extrême droite a bien appris dans le monde entier à, par exemple, à utiliser l'industrie culturelle, la chanson, le cinéma, etc. pour ses propres finalités, parce que c'est nouveau, parce que longtemps, par exemple, le show business ou en général la culture était quand même marquée politiquement à gauche ou pour le monde libéral, mais cela c'est terminé. Bom, o professor aponta que a extrema-direita soube muito bem nos últimos anos utilizar os instrumentos e amplitude da indústria cultural numa transformação, já que
durante muito tempo, mas esse tempo, do ponto de vista do professor, já acabou. A indústria cultural e a cultura em geral estavam ligadas a um ponto de vista de esquerda ou ao menos liberal. Parce qu'évidemment, l'industrie culturelle a toujours été au service du système capitaliste, mais en même temps, elle s'est toujours donné, ou presque toujours donné des airs, appelons-les progressistes. Porque, evidentemente, a indústria cultural sempre esteve a serviço dos interesses do capitalismo, mas, a despeito disso, ela também sempre soube se dar ares de progressismo. Et donc, c'est peu à peu, par exemple, que l'extrême droite a, par exemple, aussi conquis, par exemple, la musique rock ou la musique, ou même ou d'autres formes musicales à son propre service. Ela soube igualmente colocar formas musicais como, por exemplo, o rock ou o rap ao seu serviço. Embora tenha levado tempo para isso. Bon, je crois que c'est ça. Donc, un nouveau applaudissement et nous vous remercions encore, professeur. Oui? C'est dommage que vous n'êtes pas ici. Sinon, vous serez invité pour prendre une bière avec nous. Donc, à la prochaine fois. Merci beaucoup. Merci bien. Eh ben, j'espère donc de pouvoir vous rencontrer un jour pour de vrai. Donc, il y a une autre occasion. Oui, certainement. Como é que a gente faz agora? Será que a gente... Tchau para as pessoas. Gente, Alors, muito obrigada. Tchau, tchau. Bonne nuit. Merci bien et bonne nuit. Oui. Muito obrigada por terem participado da segunda jornada, as formas culturais e sociais contemporâneas. E até a próxima. Sim, até a próxima. Obrigado.